merci Charlotte de nous avoir emmenés là. De fait, c'est vrai que depuis ce matin, on parle des changements du commerce. Et ils sont nombreux, mais tout ça ne se fait pas. Le commerce, il se fait quand même encore beaucoup dans des magasins qui ne peuvent plus tout à fait être les mêmes qu'ils n'étaient auparavant. Alors, je suis avec Philippe de Marillac, directeur général associé de Market Value, et Clémence Senlis, qui a créé, on peut dire, le projet Hope, ou co-créé, ou voilà, on en parlera. Clémence, qu'on se connaît depuis quand même un certain temps, et c'est quelqu'un qui crée et qui pense et qui invente beaucoup de choses. Voilà, j'admire beaucoup, je le dis comme ça, c'est fait. Si on revient sur le rôle du magasin, Philippe, pour le coup, on va commencer avec vous, même si on se connaît moins. Vous travaillez entre autres avec Fnac Darty, dont on vient de parler, mais aussi avec Everso sur cette réinvention. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on réinvente et comment on réinvente ? Alors, si je commence par Everso, Everso, ça fait partie du groupe EasyCash. EasyCash, c'est un spécialiste de l'occasion depuis des années. Et en fait, ils sont venus nous voir parce qu'ils nous ont dit et d'une, il ne s'est pas passé grand-chose dans nos magasins en termes d'expérience client. Voilà, c'est de la gondole en périphérie. Et on se rend compte de plus en plus qu'on a une nouvelle clientèle qui cherche des produits d'occasion, qui est prêt à mettre beaucoup d'argent dans la téléphonie, dans les produits de luxe, etc. Donc, ils nous ont demandé de créer un nouveau concept. Et donc, on a créé le magasin Everso, donc, avec cette nouvelle marque voilà, qu'on voit en image. Et l'idée, c'était vraiment de créer un concept store, donc un magasin très valorisant, et qui permettent de monter en gamme, en gros, dans le monde de l'occasion, avec de la téléphonie, des produits de luxe, de la bijouterie et du gaming. Donc, c'est vraiment de se dire, pour eux, on va aller à la conquête d'une nouvelle clientèle, et puis au moment où tout le monde est en train de rentrer sur notre marché, on va se différencier par une expérience client et un concept magasin beaucoup plus valorisant. Alors, on parle effectivement un magasin qui a une couleur, une dominante très forte. Toi, Clémence, ton motto, c'est le fair design, oui. Ce qui correspond plutôt pas mal à tout ce qu'on a dit ce matin, parce qu'on a été effectivement dans le fair et dans le good. C'est quoi le fair design, en fait ? Le fair design, c'est rendre réelles toutes les idées formidables en fait, qu'il y a en ce moment qui naissent dans toutes les marques. Et faire réel, ça veut dire être capable de faire la transition avec tout le système de commercialisation qui était quand même un vrai travail de standardisation, de maîtrise, de contrôle, d'aboutissement commercial pendant longtemps, et qui fonctionne toujours là-dessus et qui nourrit énormément de gens. Donc arriver à faire la transition avec ce monde-là et toutes ces nouvelles idées qui arrivent, et c'est un peu comme un grand train lancé, et tu dois plugger des wagons dedans. Et parfois c'est un peu bizarre, quoi, ça fait un peu peur. Ça, ouais. Et donc notre rôle, nous, on est un peu... peut-être on aime bien jouer, alors on fait les aiguillages, quoi. Tu te dis, alors attends, concrètement, ce train est lancé sur cette vitesse, donc comment est-ce que tu vas faire pour gérer cette vitesse, peut-être la mettre sur une deuxième voie, et faire en sorte qu'en parallèle, tu aies pu mettre un grand terrain. En fait, notre fair design, ça veut dire se dire aussi, tu veux faire de l'occasion, tu veux créer, on dit, donner de l'information en magasin pour qu'il y ait du sens qui vienne autour des produits, parce qu'on développe tout en digital, mais en fait, on n'y accède pas dans le point de vente. Ça veut dire quoi concrètement ? Et le design, en fait, c'est pas décoré du tout, quoi. Oui. Le design, et c'est ce qu'on a dans les tripes, en fait, c'est créer les formes et les environnements des nouvelles expériences. Faire que, pouf, d'un coup, c'est un restaurant, il y a des tables au milieu, tu manges. C'est un endroit d'upcycling. C'est quoi la forme qui doit sortir du sol et qui va faire quelqu'un qui ne sait pas lire, il va arriver, il va se dire ok, ici on recycle, c'est évident. Et il y a peut-être mieux à faire que simplement des poubelles avec des trous pour dire ici on récupère et on fait. Ouais. Et en fait, pour nous, c'est un terrain de jeu formidable. Et souvent, parce que sinon, il y a des groupes conso, moi je viens des études au départ, où les gens disent ça marche pas, ou les marques, on s'en rend pas compte. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que ça n'existe pas. Et le design, c'est faire que ça existe, que ça prenne, il y ait de la chair, qu'il y ait de la matière, et qu'on se dise, maintenant, je ne peux plus le contourner, quoi. C'est là, c'est en face de moi. Alors, Philippe, avant, quand on faisait, quand on pensait au design d'un lieu de vente, on se contentait de
de piocher des matériaux, quoi, dans une matériothèque, une bibliothèque à matériaux. Et on imagine effectivement que plus on se rapproche du verre, plus on prend du bois, des choses naturelles, etc. Mais bon, c'est pas suffisant tout ça. Non, alors c'est pas suffisant. Alors d'abord, Clémence parlait c'est vrai que notre métier, c'est de construire l'épreuve. Et tout à l'heure, vous accueilliez Fnac Darty. Darty, par exemple, c'est une marque aujourd'hui qui est en train de faire une révolution, la Fnac aussi, mais Darty, une révolution autour de la durabilité. Donc au-delà effectivement de choisir des matériaux, c'est comment est-ce qu'à un moment, j'incarne la durabilité en magasin, et notamment la réparation. Fnac Darty, c'est le premier réparateur de France. C'est 1,5 million de réparations. Ils ont acheté Wifix, qui est un opérateur qui fait que de la réparation de portables. Et pourtant, quand vous rentrez dans les magasins Darty aujourd'hui, vous le voyez très peu, ça. Voilà, donc notre métier, à un moment, c'est d'incarner ça. Donc voilà, le train est lancé. Et nous, là, par exemple, on est en train de travailler sur le wagon occasion et puis sur le wagon aussi réparation. Donc finalement, notre métier, avant de choisir des matériaux et tout, c'est de se dire, voilà, c'est quoi le nouveau modèle de notre client et c'est quoi dans sa stratégie, ce sur quoi on doit mettre l'accent. Mais ça peut aussi passer par des matériaux. Et typiquement, là, quand on travaille sur la réparation, on se dit, à un moment, on va avoir un espace SAV réparation dans le magasin. Quel matériau qui est recyclé pourrait incarner ça, à la fois créer une rupture visuelle dans le magasin et puis sans marquer dessus ce matériau est recyclé, qu'il véhicule malgré tout cette image. Donc c'est pour ça qu'on a une matériothèque avec tous les nouveaux matériaux qui sortent, très RSE, recyclés, biosourcés, etc. Parce que c'est une forte demande aussi de mise en scène en magasin. Oui, c'est ça. Et puis ça veut dire... alors après, ce qui est difficile, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais c'est que les choses changent très vite. Et qu'à un moment donné, en fait, il y a une esthétique de transition. Puis à un moment, on se rend compte que finalement, tout se dénude pour pouvoir libérer les offres, parce que finalement, ce que les gens veulent voir, maintenant, c'est des choses qui sont peut-être, c'est intéressant, je trouve, plus la réalité du produit lui-même, et également la réalité de l'histoire qui se trouve derrière. Et quand on se dit, ça veut dire seulement que je vais mettre le produit avec une affiche, en fait, c'est un peu triste, tout ça, c'est un peu pauvre. Et en fait, je trouve qu'à un moment donné, ça veut dire qu'on en arrive à avoir ce que nous, on appelle le tiers retail, qui est une espèce de truc, qui est un tiers-lieu un peu, qui est de se dire, en fait, tu vas avoir un truc qui est à la fois hyper brandé, et en même temps hyper sec, c'est le passage d'un H&M. Charlotte, c'est Marine, tu peux venir me voir. C'est le passage d'un Sephora, et puis finalement tu avances, et puis et tu vas aller vers des modèles beaucoup plus dénudés. Et je pense qu'il y a un point qui est hyper important aussi, c'est l'offre. Parce que souvent dans notre métier, on arrive et en fait on se dit, nous on est là pour habiller, faire le décor, on va voir dedans. Et souvent on se dit, ah mince, les produits qui vont dedans, finalement ils vont pas dans mon travail de designer, ça choque un peu. Tu vois. Le problème en fait, c'est que je pense qu'il faut travailler à partir de l'offre avec les gens qui font l'offre. Parce que tu peux faire un planogramme de produits, si tu le mets dans un beau décor, si ce planogramme de produits, il continue à raconter la même chose qu'avant, au final, tu n'as rien changé. Sauf que tu ne vas pas faire ça tout seul en tant que designer. Donc l'idée, c'est de le faire avec les gens, en les aidant, je pense, à faire que... Voilà. Et nous, en tout cas, on se voit comme un moment de passage qui s'en va après, qui laisse les entreprises et les faiseurs de l'entreprise peut-être ensuite eux-mêmes devenir les makers. C'est-à-dire qu'on est plus là pour les orienter, pour les aider. Pour les bouger. Ouais. En fait, tu rejettes quand même un peu les mots valises ou les mots à la mode du genre design for good, ce genre de choses. Un peu. Alors, pas du rejet, je pense que c'était très utile, que c'était une bonne transition. Maintenant, à un moment donné, je trouve que d'abord, il y a un côté un peu église. Et, et voilà. Et je trouve que ça... moi, j'aime bien l'écologie du bon sens. Je crois dans les marques. Je pense qu'il y a aussi une très grosse affection qui est liée aux marques et qui est fait que parce que quand on a 40 ans, on a grandi, notre authenticité, c'était des marques dans les années 80. Donc, je leur reproche rien. Je reproche juste au fait que parfois, on peut se dire... Qu'elles n'ont pas forcément changé depuis. Oui, ou qu'elles essaient de défendre une industrialisation qui n'est pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et qu'en fait, leur valeur, c'est le lien qu'elles ont avec les gens. Et que ça, tu peux le réinventer et le renouveler à partir du moment où tu remets la générosité. Et dès qu'on met for good, tout le monde met son truc, tout le monde porte ses Veja, j'adore Veja, tout le monde met... Et je trouve qu'à un moment donné, ok, mais il faut reprendre du point de vue, faut reprendre, il faut quelque part être de nouveau fier de ce qu'on est, et ça permet de le relibérer, quoi, je crois. Du coup, Philippe, le magasin du futur, dans ce contexte où ça bouge tout le temps, on le voit déjà ou on peut le deviner? Ouais, alors d'abord, on commence à voir effectivement des choses qui bougent, et notamment je vais reprendre l'exemple de Darty, mais des magasins qui étaient très « je vends des produits neufs » et qui commencent à bouger vers « je vends du service, je suis un opérateur
opérateurs de service. Donc le service, c'est une vraie évolution du magasin. Vous avez aussi, tu parlais des marques qui voulaient redevenir fières de ce qu'elles sont. Voilà un exemple, Picard. Par exemple, qui, alors qu'à un moment le surgelé était très associé aux plats cuisinés, etc. En fait, aujourd'hui, vous prenez une marque comme Picard, c'est 50% de produits bruts, c'est de l'anti-gaspillage alimentaire. Voilà. Donc là, vous avez aussi une marque et un magasin qui est en train de se dire, en fait, le surgelé, c'est pas de conservateur, c'est moins de gaspillage alimentaire, donc qui finalement est à nouveau fier de ce qu'elle fait et qui en profite pour s'engager encore plus. Voilà. Et alors ensuite, je pense dans les signaux faibles sur les nouveaux magasins, vous avez l'éco-conception du point de vente. On parlait des matériaux tout à l'heure. Il y avait juste avant une image de La Ruche qui dit oui. Voilà. Donc La Ruche qui dit oui, à l'origine, c'est une plateforme e-commerce qui met en relation des clients et des producteurs locaux. Et ils viennent de faire leurs 2 premiers magasins, c'est nous qui les avons dessinés. Il y avait cette volonté de dire il faut que le magasin soit éco-conçu et justement qu'on n'en rajoute pas dans j'ai dessiné du mobilier, etc. Donc typiquement, voilà, l'offre de fruits et légumes, en fait c'est de la cagette et c'est la cagette de logistique, celle qui circule, etc. Donc il y a une forme de simplicité et en même temps, on n'est pas non plus dans quelque chose de paupériste, puisque vous voyez, il y a les couleurs de la marque, donc c'est quand même un magasin qui est joyeux, mais qui, je pense, est assez vrai pour dire, voilà, nous, la vérité de notre marque, c'est le produit, et on fait autour un design qui, tout en étant quand même, je pense, très commerçant et généreux et positif, est assez sobre et assez frugal d'une certaine façon. Oui, une chose que j'ajouterais sur le magasin de demain, c'est peut-être de se dire qu'à un moment donné, il faut accepter même l'idée de dire que le magasin peut disparaître. Je ne veux pas qu'il disparaisse, je pense qu'il a une vraie utilité. Mais je pense qu'il faut interroger ça et de se dire finalement, aujourd'hui, dans un moment, en fait, le magasin, ce n'est pas un lieu de distribution. Ça ne l'est plus. Parce que demain, on pourra acheter ça n'importe où en étant livré de cette façon. Donc déjà, je trouve ça intéressant de penser le magasin comme un réseau de points de contact différents et qui va être traversé à un moment donné par des gens qui sont venus par le digital pour quelque chose de particulier. C'est eux qui vont y venir. Et peut-être ce particulier, c'est se rencontrer, c'est croiser, c'est découvrir des choses nouvelles. Mais que ça, il va falloir le justifier de façon très, très claire. Parce que, en fait, ça ne sert à rien de défendre le point de vente. En tout cas, les mètres carrés, la valeur marchande des mètres carrés. Il faut se dire comment est-ce que je l'utilise dans un ensemble et une expérience qui est décilotée et qui est connectée. Et là, ça devient hyper chouette parce qu'en plus, voilà, là, on voit à 22 derrière. Clairement, ce qu'on a fait, c'est simplement mettre des gondoles à l'arrière, les rendre visibles. Un mot, parce qu'en fait, on a un mot, c'est un mot hyper simple, c'est de se dire, en fait, ce truc-là sert à quoi? Il sert à se dire, on veut tous augmenter l'expérience du marché, on ne va pas le faire, et pourtant, on a des gondoles qui font 80% de nos mètres carrés. Si le métier, c'est plus de distribuer, on les met dans un stock à l'arrière, voilà. On permet de faire une transition, parce qu'acheter sur sa petite tablette, parfois c'est casse-pied, c'est compliqué, et ça ne va pas à tout le monde. Et on a gagné un espace, 80%, qu'on ne va pas utiliser pour faire la même chose. Tu resteras sur place parce que l'invitée suivante est absente. Pour dire ce qu'est sa marque. Si je ne suis pas pareil donc quand je suis Carrefour, Leclerc ou Intermarché, mon magasin n'est pas censé ressembler à celui d'Intermarché, Carrefour. Donc en fait, on a fait quoi? On s'est dit quel est le sujet et c'est la gondole des PGC. Chez nous, maintenant, Hope, on dit, en fait, on dit aux gens chaque fois, mais quels sont tes PGC? C'est quoi ton truc qui remplit la moitié de ton magasin et qui t'empêche de faire vivre ton expérience complète? Et donc, comment est-ce qu'on va le réinventer? Voilà, c'est ça à 22. Et en un mot, je pense remettre du lien. Finalement, les magasins étaient des entrepôts, ça doit être des lieux de lien. Et donc remettre du lien avec les gens, et d'où le service, etc. C'est le terme de recommercer. Voilà, c'est recommercer à nouveau. Merci à tous les deux. Merci en tout cas, beaucoup. ça donne plein de pistes et plein d'espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah oui.